Bonjour Richard Orlinski et Bonjour. merci d'être le premier invité de notre série de podcast Joubuzz. Alors, le principe il est simple, le concept est simple. On invite un entrepreneur qui va nous parler un peu, qui va nous partager son parcours, les clés de sa réussite. Et on a envie en plus d'écouter un peu tous tes conseils, tout ton parcours et tout ce que tu as envie de nous raconter. Le problème, c'est parce que moi, j'aime pas essuyer les plâtres. Donc, donc le premier invité, comme ça, un peu embêtant. Donc, je vais te laisser d'abord prendre un premier invité avant moi et ensuite je reviendrai. Non, mais en fait, je t'ai choisi toi en premier. Oui. Parce que je voulais commencer par de la qualité, de la qualidad. Oui. Alors ça, si tu penses m'avoir par la flatterie, ça n'ira pas, ça marchera pas non plus. Tout ça, beaucoup ont déjà essayé, ça n'a pas marché. Mais honnêtement, toi par exemple, si t'avais été à ma place, t'aurais pris qui en premier? Franchement, en premier, un entrepreneur où t'as envie de connaître un peu tous ces petits secrets. Je sais pas, Jules Verne. Jules Verne, Oui. Quelqu'un de mort, donc Oui. c'est super. Merci beaucoup Richard. Ah oui. En tout cas, sache que ce podcast, on va parler que de toi et uniquement de toi. Ça par contre, oui, si flatter mon ego, ça me va. Voilà, Ça, et ça c'est la raison pour laquelle ce podcast s'intitule 5 sur moi. Ah d'accord, ok. Alors c'est une référence tunisienne. Alors, Exactement. Moi, je suis d'origine d'Europe de l'Est. Europe de l'Est, Orlinski. Donc voilà, Orlinski, donc 5, ça n'a aucune signification pour moi. Donc si c'est je pas peux un l'appeler nom. autrement, ça m'arrangeait parce que... Un nom un peu plus ashkénaze. Non, un peu plus 5, pourquoi Alors 5, chez les ashkénazes, on appellerait ça nom au mauvais œil. Non au mauvais Très œil. posé, très Ah, français. Oui. Ouais, pas mal. On aime bien. Est-ce que tu crois au mauvais œil, toi? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. T'as aucun problème à parler de tes projets? Je crois pas au tes mauvais futurs œil du projets. tout. Je crois pas. Je crois qu'on est maître de son destin. On pilote. Il y a des signes qu'on doit écouter. La vie, elle nous donne des guides, mais on est détenteur de ce qui va se passer, que personne peut influer sur. Enfin, on peut essayer d'influer, Oui. mais en tout cas, tu gardes le contrôle de ce que tu es, de toi, quoi. Mais d'ailleurs, toi, le premier signe où tu t'es dit, vas-y, je vais me lancer, je vais faire de l'art mon métier. Ouais. Parce que on va te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, et je doute qu'il y en ait, mais il y en a sûrement. Dans votre communauté, il doit Dans il y en a- notre il y en a peu, communauté il y en a très à voir. fermée. Dans votre communauté, dans votre cercle très restreint, il doit y en avoir quelques-uns. Mais Tu es artiste. ça m'arrive. Voilà, artiste, Richard Orlinski, tu es très connu dans le monde de l'art. Tu fabriques des je fabrique, sculptures, des alors, statues. Tu fabriques à foison, Je crée. à la chaîne. Je crée. Crée. Je crée. Fabrique. Tu crées. Oui, c'est terme autre ça. chose. C'est un peu plus. On crée. C'est créateur. crées. Un artiste, il crée. Et toi, est-ce que tu as commencé tes tout début? Est-ce que depuis toujours tu t'es dit je vais être artiste et je vais me lancer dans l'art? Non, j'ai eu une révélation quand je t'ai rencontré. En fait, finalement, c'était vraiment le truc qui m'a complètement changé. Je me dis, voilà, il faut que je fasse de l'art, il faut que je te sculpte. C'est pour ça. Non. Oh putain, il va t'en falloir de la matière. Hein. Il va falloir des non, kilos de résine. Hein. pas tant que ça. Non, écoute, petit, je faisais déjà des sculptures quand j'avais 4 ans. Je sculptais des animaux en terre, en terre glaise. Après, ensuite, on allait cuire au four. Donc, c'était appelé la terre cuite, ça s'appelait. Donc, c'était l'atelier de poterie. Bon, t'as dû le faire, j'imagine. Évidemment. Et j'étais très failloux à l'époque. Je faisais des petits éléphants et des hippopotames que j'offrais aux directrices, aux maîtresses. J'avais déjà envie de plaire, de séduire déjà à cette époque-là, dès l'âge de 4 ans. Et j'étais un peu connu comme étant une espèce de bête de foire qui faisait des trucs un peu bizarres qui offrait à la gente féminine. Voilà. Ok, et donc quand t'as commencé toi tes études? Non, après j'ai complètement arrêté parce que je vais dire franchement, à l'âge de 12 ans, faire de la sculpture, faire de la poterie, c'était pas très rock'n'roll, c'était un peu comme faire du macramé ou faire du tricot. Donc si tu veux pour pécho des meufs, c'était pas le truc le plus rock'n'roll. C'était pas très in, ouais. Non, donc c'était plus la moto, le foot, alors donc c'était plus des trucs un peu plus. Tu lui disais pas, je t'ai pas montré le dernier éléphant que j'ai fait en macramé la semaine dernière. Non, justement ça fonctionne pas. Donc du coup j'ai changé, puis je suis revenu à ça plus tard, on va dire la post-adolescence, vers peut-être 20 ans, mais j'en ai fait un hobby parce que j'ai jamais cru une seule fois dans ma vie qu'on pouvait gagner sa vie, en tout cas en étant artiste. Alors attention parce que j'ai effectivement, étant petit, j'ai fait ça, mais j'ai fait de la musique aussi, j'ai fait du théâtre, j'ai fait pas mal d'autres activités. En fait, j'avais envie d'une carrière artistique, ça j'ai toujours eu envie. Ouais. Mais après mon bac, j'ai essayé, j'ai fait des castings, j'ai fait des cours de théâtre, j'ai fait plein de choses dans plein de domaines, la musique, d'autres formes d'art que effectivement l'art sculptural. Et j'ai compris que c'était compliqué, quoi, que j'avais besoin de bouffer, surtout parce que j'avais pas de sous. J'avais pas une famille qui pouvait me permettre de payer ou d'entretenir comme d'autres. Donc j'avais besoin de bouffer, de créer quelque chose. Et donc du coup, j'ai fait un cursus universitaire traditionnel. Ensuite, j'ai monté des boîtes, ça a fonctionné et c'est que
tardivement que je me suis dit que j'étais pas bien dans ma peau, j'étais vraiment, j'avais l'impression d'utiliser mes capacités à 5%. Ouais. Et donc j'avais besoin voilà, et donc je me suis lancé je suis revenu à l'essentiel, ce que je voulais vraiment faire au début, et je me suis lancé comme ça de manière hasardeuse, on va dire, dans une autre activité. Mais quand tu t'es lancé dans l'art, tu t'es dit, je vais me faire un kiff et je vais me lancer dans l'art, et si ça marche, tant mieux, et si je peux en vivre, tant mieux, ou tu avais déjà dans ta tête un objectif et tu savais déjà que ça allait être ton business? Alors je prenais beaucoup de risques déjà, parce que quand t'arrêtes un truc qui fonctionne, j'étais marié avec des enfants, t'as un truc un peu successful avec un train de vie quand même un peu important, de tout arrêter, c'est quand même des risques énormes. Donc quelque part, moi, je suis assez, je sais pas si c'est du courage, mais je suis un peu croyant, ma bonne étoile, et donc j'avais rien, en fait, j'avais pas vraiment réfléchi, mais je voulais que ça devienne, oui, effectivement, j'ai tout fait pour que ça devienne une activité à part entière, mais j'avais aucune garantie. Mais j'ai pas dit peut-être que, on va voir. Je me suis lancé corps et âme. C'est marrant parce que ça me fait penser à ce que j'ai fait aussi quand j'ai fait du one man, du stand-up. Ouais. Du stand-up. C'est un peu ça. C'est un peu de la naïveté, une espèce de naïveté. Alors une naïveté organisée, parce que j'avais tout ce background de mes études commerciales, de mon business, donc je savais un petit peu comment faire des ventes. J'avais des petites techniques, j'ai développé quand même tout un tas d'artifices afin d'arriver à mes fins. Voilà. Ouais. Donc du coup j'avais quand même des idées de comment y arriver, mais je savais rien, je savais pas comment faire des moules, à part faire des macomoulages ou ce qui me restait. Donc il a fallu tout apprendre et tout regarder, comment ça fonctionne. Et puis j'étais surtout face à un milieu qui m'attendait pas du tout. Est-ce que tu avais des gens autour de toi, que ce soit à l'époque ta femme de l'époque ou des amis ou d'autres personnes qui t'ont dit mais t'es malade quoi? Tout le monde. C'est personne n'y croyait. Ah non, c'était une levée de bouclier. J'ai essuyé des tirs de Kalachnikov dans tous les sens. Les seuls qui m'ont soutenu, c'est mes enfants. C'est vrai? Ouais, c'est très mignon d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai fait un petit programme court sur TF1 où ça s'appelle Merci, et donc j'ai parlé de mes enfants, et c'était un peu pour les remercier, parce que c'est vrai que je crois que ce sont les seuls qui ont cru au projet, qui m'ont soutenu à leur manière, bien évidemment, en donnant de l'amour, mais c'est quelque chose qui était assez touchant, mais c'est vrai que sinon personne n'y croyait, mes potes, machin, les gens pensaient que j'étais barré complet, quoi. Bon, on les embrasse aujourd'hui et on leur dira qu'ils ont eu du flair. Voilà. Mais comme beaucoup de critiques qui ont annoncé ma mort en 2010, ma mort au bout de 3 mois, et qu'aujourd'hui, on est en 2024, presque 25, et on est toujours là, et voilà. Mais après, voilà, chacun est libre de dire ce qu'il a envie de dire, donc après, voilà. Mais toi, du coup, quand t'as voulu te lancer là-dedans, j'ai cru comprendre que tu t'étais un peu, t'as quitté ton travail, et pendant 2 ans, tu t'es consacré vraiment, exclusivement au travail de ta première sculpture. Oui, j'étais fou d'ailleurs, parce que j'étais tellement... je suis très demanding, je suis très exigeant avec moi et avec les autres. Donc c'est pour ça, c'est peut-être, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais c'est vrai que quand on me demande quels sont mes défauts, ça fait partie des défauts aussi, c'est d'être très très exigeant, mais je suis aussi avec moi-même. Je peux me le permettre d'être avec les autres parce que je suis avec moi-même, et aussi très impatient. Et pour le coup, j'ai fait, refait, défait 1000 fois. J'ai commencé, c'était le crocodile, ma première œuvre. Ouais. Et donc, le ventre trop gros. Donc, si tu veux, j'ai fait un truc que je ferais jamais aujourd'hui. Mais si tu veux, c'était tellement la volonté de faire le truc qui, dans ma tête, était parfait. Parce que parfait, c'est complètement subjectif et idiot, finalement. Donc, mais dans ma tête, il fallait que le truc soit parfait, qui allait fonctionner. Parce que je voulais mettre en place, je voulais créer un système, que ce soit d'abord l'œuvre, le moyen de la distribuer. J'avais tout un plan préétabli dans ma tête avec des idées bien définies. C'est ça, donc t'étais pas complètement après. Bah oui, mais en plus t'étais pas juste l'artiste qui était oh là, j'ai envie de créer ça et puis après on verra. Ah non, pas du tout. Non. En fait, t'avais vraiment un plan, limite un plan marketing dans ta tête. Tu voulais. Mais parce qu'en plus c'est pas ça, c'est que tu sais. Tu montes des business, c'est très anonyme en fait. En réalité, tu crées des choses, etc. Alors que quelque part de travailler pour toi-même, de développer quelque chose qui t'appartient, qui est toi, qui est le fruit de tes entrailles, qui est le fruit de ton imagination, de tes pensées. Enfin, c'est complètement différent. Tu donnes beaucoup plus, tu investis beaucoup plus dans quelque chose. Et c'est ça que j'avais besoin en fait. Et c'est ça que j'arrive à combler aujourd'hui. C'est effectivement quand tu crées des business, c'est sympa, t'en tires des bénéfices financiers, il y a un côté peut-être jouissif de réussir, de conquérir des marchés, de faire des opérations, mais quelque part, ça a quoi de toi? C'est très impersonnel finalement. Ouais. Alors que là, c'est vraiment quelque chose qui te concerne, c'est toi. Quand aujourd'hui je crée des collaborations avec des marques, c'est mon style qui est fait mon style, ou notre style, parce qu'aujourd'hui moi j'associe beaucoup tous mes collaborateurs, puisque je pense qu'aujourd'hui on est une équipe à créer, je suis pas seul à créer, et ça pour moi c'est très important.
J'ai créé au début seul, mais aujourd'hui, je me suis rendu compte de l'importance de l'équipe. J'ai toujours fait des sports collectifs, donc je suis toujours très attaché au travail en équipe, et donc je crois beaucoup à l'émulation. Je n'aime pas du tout la solitude. C'est le concept de l'artiste reclus au fin fond de son atelier, avec la barbe, les ongles noirs, etc. C'est ça, c'est tout l'inverse de ce qu'on imagine quand on pense à un artiste, quoi. Exactement. Mais ça après, c'est des idées un peu préconçues, parce que t'as beaucoup d'artistes. C'est le cliché. Les grands artistes, je pense à Rodin, Michel-Ange, c'est des gens qui étaient quand même, qui avaient 50 assistants, qui étaient c'était des stars à l'époque. Tu sais, les artistes, aujourd'hui, on se rend pas compte. D'ailleurs, les artistes aujourd'hui d'art pictural ou sculptural sont beaucoup moins stars qu'ils étaient à l'époque. À l'époque des rois, ils étaient reçus à la cour, comme aujourd'hui, des Johnny Hallyday, alors qu'aujourd'hui, la chanson, toutes les autres formes d'art sont beaucoup plus plébiscitées que l'art. Et ils sont beaucoup plus mis en avant. Donc, ça correspond à quelque chose qui est une idée un peu fausse. Et donc, toi, quand tu commences, tes premières expositions, on va dire que c'était dans les stations de ski un peu stylées. Donc, Non, c'était où exactement? Non, j'ai pas commencé. D'abord, j'ai commencé il fallait avoir une galerie. Donc, bien sûr. Après, on va pas refaire tout l'historique avec le livre et tous les codes que j'ai dû casser pour pouvoir rentrer dans ce milieu qui m'attendait pas, parce que moi, naïvement, une fois que ma bestiole était prête, j'ai cru j'allais aller avoir une galerie. Que les gens allaient venir voilà. Non, et j'ai dit, voilà, c'est mon œuvre, super, voilà mon crocodile. On va la poser et on va la vendre. Alors que et j'ai compris que là, quand tout s'est fermé et qu'on m'a dit en gros, plus ou moins, fuck, et j'ai compris qu'il fallait envisager les choses d'une manière différente. Donc j'ai suivi des chemins de traverse, j'ai pris la voie 9/3 comme Harry Potter. C'est ça. J'ai trouvé des subterfuges. Et tu étais pris comment? Tu t'y es pris comment? Ouais. Le podcast va durer beaucoup de temps. Non, mais je veux dire, t'as commencé par. Est-ce que t'as fait un peu comme on le voit un peu cliché? Moi, par exemple, je travaille à la télé et je sais que les premières fois que j'ai voulu avoir mes stages, je suis partie avec mes petits CV, et j'ai toqué à toutes les boîtes de prod, etc. Il y a un problème dans l'art, déjà, c'est l'ego. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y a un vrai ego. Il faut en fait, c'est toujours valable aujourd'hui. Il faut se faire désirer. Il faut qu'on ait envie de toi en réalité. Si tu demandes aujourd'hui, je pense que dans ce monde-là, c'est impossible. Tu dis bonjour monsieur, s'il te plaît. Il faut arriver à trouver un subterfuge pour dire à la personne que si elle te prend pas, finalement, c'est elle qui va perdre quelque chose. Ça, c'est ce que j'ai appris aussi dans mes études. Après, ma force, c'était de faire une sculpture qui était assez grande. Et j'ai pratiqué le dumping. Ça veut dire que je l'ai vendu moins cher que mon prix de revient. Donc, du coup, les gens trouvaient ça très sympa. Pour un prix super attractif, et du coup ça fait du bouche à oreille. C'est comme ça que je passe les détails, mais au début on a voulu m'associer avec le nom d'un autre artiste pour pouvoir être vendu. Et donc du coup j'ai refusé parce que j'étais choqué. On me dit tiens, toi t'es nobody, donc c'est super ton idée, j'adore la sculpture, mais on va le signer de quelqu'un qui est connu, et du coup on va faire pas mal d'argent. Ouais. J'y réfléchis quand même, parce que je me dis peut-être que le gars il a raison. Ça se trouve, c'est vrai, je suis n'importe quoi. Comment c'est possible? Et finalement, j'ai réfléchi, j'ai trouvé tous ces petits subterfuges, comment être en galerie, comment être associé avec des hôtels, parce que je me suis associé avec des hôtels où j'ai commencé avec le Murano, rue du Temple, où j'étais l'emblème de l'hôtel, avec sur le Chesterfield avec la cheminée. Donc j'avais des idées, j'avais déjà toutes mes idées prêt dans ma tête, qui étaient dans ta tête, préétablies. Voilà. Et j'ai commencé mes premières expositions, je les ai fait à Cannes. Vraiment les grosses expositions au Festival de Cannes, et la première qui m'a fait confiance, c'était Sharon Stone. Incroyable, justement. C'était au Festival de Cannes. Celle dont je voulais parler. C'est elle qui a commencé. Vraiment, c'est par là qu'a commencé mais vraiment. J'avais que des crocodiles, j'avais rien d'autre de toute façon au début. Donc la ferme était réduite encore. Voilà, avec des crocos. j'ai eu donc le Festival de Cannes. C'était beaucoup autour de Cannes, de Nice. J'ai eu Cannes. J'ai eu un moment, j'ai fait le Noël aussi dans le groupe Partouche. J'avais fait c'était au je sais plus, ça s'appelait le Palm Beach, je crois, ça s'appelait. C'était un espèce d'énorme casino où on avait fait, comme j'avais des crocos, j'avais un énorme croco, plus plein de crocos partout sur les allées du Palm Beach et tout. Donc il y avait une espèce de jungle incroyable. Donc c'était cette époque-là où il y avait effectivement, j'ai fait ma première interview pour France 3 Régions, et c'était une catastrophe parce qu'en plus le mec c'était un vrai salaud. Pourquoi? J'avais jamais fait d'interview de ma vie. Donc le mec il m'interview et je parlais questions. L'exercice c'est dur. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en plus le mec il voulait vraiment et il faisait des questions vaches, enfin j'étais vraiment choqué. Il était là pour en découdre, voilà, c'était pas un mec sympa quoi, tu vois. C'était pas sympathique quoi. Donc parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est très rare d'avoir des intervieweurs qui te posent c'est plutôt sympa, ça va, c'est assez bienveillant, sauf quand on t'interviewe sur des sujets un peu emmerdants. Sauf quand c'est Élise Lucet. C'est la seule qu'on n'a pas envie de voir en interview. J'en ai eu d'autres, t'inquiète pas. À part Élise Lucet, il y en a eu d'autres.
parce que j'ai quand même beaucoup défrayé la chronique aussi, mais je suis habitué, je suis rompu à cet exercice, je suis quand même, aujourd'hui c'est un peu mon fond de commerce, donc j'ai envie de dire aujourd'hui, je surfe sur les énergies négatives, donc aujourd'hui si on me tire dessus, je pense que je vais être encore meilleur et rebondir encore ça me dérange pas, au contraire, mais limite ça me plaît. J'ai même fait des émissions qui étaient assez pas nauséabondes, mais qui étaient assez tournées où j'ai déconcerté des intervieweurs qui étaient là pour des coups. J'ai dit t'es pas un artiste? Ouais, t'as raison, c'est vrai, je suis pas un artiste. C'est à bout d'un moment le mec lui dit qu'il a raison. Après bon, c'est des techniques que t'apprends avec mais la première interview, elle était vraiment, je me rappelle, c'était très violent. Parce que je savais pas quoi dire, il me sortait des questions. Ouais, il avait envie de faire son job et d'avoir la petite phrase ou le petit truc. Moi qui n'avais jamais fait ça, je me dis. Ouais, c'est horrible. C'est quoi ce truc, quoi? Parce qu'au début, j'ai dit, mais vous allez me poser quoi comme question? Ah non, mais vous verrez bien. Et avec leur petite carte de presse, là. Oui, puis j'étais un mec qui était pas grand chose, tu vois, France. Je vois très bien, je vois très bien. Le truc, je vois très bien le style. Et ça a été un vrai choc, ça. Mais bon, en tout cas, j'ai commencé comme ça, avec Sharon Stone, avec qui j'ai gardé des relations. Mais Sharon Stone, comment Sharon Stone rentre en contact avec toi? Comment ça se passe? Bah, tu sais, je suis tellement beau gosse que la meuf kékra complètement. Elle a dit, waouh, c'est quoi? I want the number of Richard Orlinski. Come on. This guy, yes. I am in the suite number in the Carlton Hotel. Okay. Non, mais sérieusement, Sharon Stone. Alors, c'est simple. Elle avait fait un dîner de levée de fonds parce qu'elle avait elle avait un peu des trucs dans le cinéma, je sais plus trop quoi exactement. Et on avait eu l'intelligence, avec une de mes relations, de mettre sur les tables, des crocodiles sur les tables du fameux dîner qui était sur une des plages de Cannes. Et du coup, c'est comme ça, elle a kiffé l'histoire et c'est parti comme ça un petit peu. Et on avait exposé sur la plage. Et toi, la première fois où tu vois Sharon Stone qui te commande des œuvres, tu réagis comment? Enfin, ça doit être fou. Franchement, j'ai pas souvenir parce que tu sais, c'est vrai. C'était une époque où on était quand même. J'avais eu la FIAC, il y a eu tout un tas d'émulations autour de ce que ça a vraiment fonctionné bien dès le début. C'est-à-dire que la première semaine où on met en vente les crocodiles, on en vend 20. Aujourd'hui, on le fait pas. Je veux dire, c'était vraiment, il y a eu une espèce d'engouement autour du. Bah ouais, franchement, t'avais un truc comme ça pour moins de 1000 balles, enfin, qui était sympa, de couleur, enfin. Et puis j'ai créé un espèce de mouvement parce que tu reviens 20 ans en arrière, des sculptures ou même des objets colorés, oublie même les formes, géométriques, etc. Il n'y en avait pas. Maintenant, tu vas chez Castorama, il y en a partout. Tu vas à la Foire Fouille, tu vas n'importe où. C'est un univers qu'on a l'habitude de voir toutes ces. Mais si tu te replonges et tu prends des images de cinémathèque et tu vois dans les hôtels, il y avait même pas d'objets en résine. Il y avait même pas d'objets en résine de couleur. Oublie les formes animalières, oublie même les facettes, mais ça n'existait pas. Donc c'était très rare. Donc quelque part, ça, on a créé un espèce de mouvement, si tu veux. Alors, personne ne l'a jamais dit, mais tu prends une photo de 20 ans en arrière, 20 ans, où tu vas dans les galeries et 20 ans, et tu vois qu'aujourd'hui, sans le vouloir, on a créé quelque chose qui aujourd'hui est répandu dans le monde. J'ai des copies de mes sculptures qui sont dans le monde entier. C'est vrai. Tu vas au Liban, tu vas en Russie, tu vas en Ukraine, n'importe où. Il n'y a pas un pays, en Inde, où il y a des gens qui s'appellent même Orlinski, qui font c'est un truc de fou, quoi. Donc aujourd'hui, on a créé un truc qui dépasse complètement l'entendement. D'ailleurs, comment on fait pour pas te faire avoir, pour pas tomber sur une copie? Il y a toujours un numéro. Ouais, mais bon, tu sais où tu l'achètes, le prix que tu l'achètes, c'est complet. À part, il y a deux types de copies. Il y a les copies qui sont faites en Asie ou choses comme ça, où les prix sont très abordables. Tu vas au Maroc ou j'en sais rien, donc les prix sont très abordables. Après, il y a les vraies copies. C'est forcément que c'est des copies. Après, t'as des vraies copies. Et il y a une affaire d'ailleurs qui a été plaidée avant-hier contre des faussaires et qui d'ailleurs ils ont été condamnés. Je vais récupérer un peu de sous sur des vraies copies. Alors là, ils ont pris des vraies, etc. Et donc il y a une grosse affaire qui est passée au tribunal, qui a été jugée il y a 3 jours au tribunal de grande instance de Paris ou Cour régionale de Paris, et ils ont été très d'ailleurs le procureur et tout ont été très très virulents parce que c'était une bande organisée mais pas que des copies Orlinski, mais il y avait des copies Orlinski, des copies d'autres artistes, mais c'était le plus important. Il y avait plus de un gros réseau, quoi, et qui arrivait même à les faire passer en vente aux enchères. Mais non. Bien sûr. Et moi, je m'en suis rendu compte comme ça parce qu'il y a un truc qui déconnait quand j'ai vu c'est moi qui m'en suis pour mon œuvre, c'est moi qui m'en suis rendu compte. Mais après, j'imagine que les autres, c'est une enquête qui était menée depuis longtemps, mais moi, je me suis rendu compte, en tout cas, que chez un commissaire-priseur, il y avait Mais il y a un petit côté quand même plaisant, d'être copié. Au début, oui. Petit côté flatteur. Alors écoute, je vais être honnête avec toi. Au début, oui, mais aujourd'hui, ça présente un second marché, marché tellement important financièrement parlant que je pense qu'ils font plus d'argent que moi. C'est-à-dire que aujourd'hui, oui, je pense que c'est colossal. Aujourd'hui, ça, et pourquoi? Parce que t'as comme par exemple à Dubaï, pourquoi ils ont des copies? Parce que t'as les influenceurs qui en ont rien à foutre d'acheter que ça soit le vrai ou le faux. Donc quelque part, il y a eu un scandale à un moment, je sais pas si t'as entendu. Mais il y en a plein qui en ont chez eux, tous les influenceurs dans leur grande maison à Dubaï. Il y avait une grosse histoire à un moment entre C'était Nabila Nabila et
Et l'autre, comment elle s'appelle? Julien Tanti. Oui, ben l'autre, la famille, JLC Family. Ouais. Jazz, Laurent, etc. Voilà. Et Nabila. Voilà. Et donc, qui suivent. Et Nabila avait donc attaqué sur les réseaux Jazz parce qu'elle avait un faux. Et l'autre, elle avait un vrai. Et Nabila m'avait vraiment acheté la sculpture. Mais l'autre avait un faux. À chaque fois. Donc, mais là-bas, pourquoi? Mais ils sont pétés d'oseille, en plus. Pourquoi ils achètent des faux? J'arrive pas à comprendre. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette culture, et donc si tu veux tous ces nouveaux paradis, etc., fait que les gens sont prêts à mettre beaucoup d'argent dans une copie. Parce que beaucoup d'argent, moi je mettrais pas 200-300 balles dans une copie. Mais aujourd'hui, ils vont mettre des dizaines de milliers d'euros parce que c'est moins cher, ça, certes, que l'original, mais c'est le fait d'en avoir une. Donc il y a un marché. Et pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il y a des gens pour les acheter. En fait, c'est tout simplement. Oui. Et c'est pas toutes les sculptures, c'est que le Kong. C'est pas le crocodile. Vraiment, l'œuvre qui est copiée, c'est uniquement le Kong. Et que tu vois partout. Oui. J'étais même à Art Basel l'année dernière. J'étais dans une espèce de petite boutique mais non. Pas sur Design District, mais sur là où il y a les Winwood. Et à l'intérieur, il y avait des trucs. Il y avait des faux ski, des faux. Est-ce que t'es rentré pour leur dire? Oui, je leur dis des faux coons, c'est tout. Moi, j'aurais fait semblant. J'aurais dit c'est sympa ça. C'est quel artiste? Il y avait des faux tout. Et c'était à Miami, quoi. Il y avait des faux coons, des faux. C'est incroyable. Ouais, donc c'est un vrai marché. Le seul objet qui m'a fait plaisir et qui a été assez qui a pas fait plaisir à la marque, mais moi qui m'a fait plaisir, c'est quand on a sorti ma première collaboration avec Hublot, et que j'ai vu que sur le marché en Thaïlande, on m'a ramené une fausse Orlinski, parce que Orlinski c'est une collaboration. Donc je l'ai vu. Donc c'est c'est comme celle-là par exemple, mais c'est pas la montre, c'est pas les montres phares normalement de la marque. Donc de copier une collab, ça veut dire que le modèle il marche bien. Et donc du coup je me suis amusé à collectionner les fakes. Non mais c'est vrai. Voilà. Mais là il y avait une petite fierté parce que je me dis t'es copié dans la montre que tu fais. Je trouve que ça il y a un truc assez. Mais bon, c'est de courte durée. Hein. Non mais on a parlé de Sharon Stone. Elle va très bien. Elle t'embrasse. Elle va très bien. Ouais, je l'embrasse aussi. Bon, on fera un Shabbat à l'occasion. Avec grand plaisir. Merveilleux. Et c'est qui pour toi aujourd'hui la plus grosse star qui possède l'une de tes créations? Il y en a beaucoup, franchement, et je peux pas. Mais celle à qui t'es le plus fier d'avoir vendu une de tes créations? Stallone, par exemple, que j'ai vu il y a pas longtemps, et c'est une œuvre que j'avais fait spécialement pour. Il a choisi quoi, lui? En fait, c'était un truc un peu commandé parce que c'était pour la sortie de Rambo 5. Ah. Donc c'était un Kong, tu veux, un peu militaire, un peu Rambo, etc. Mais disons que il y a plein de. Enfin oui. Ce qui vous plaît, c'est les célébrités toujours, mais. Bah oui, ça fait rêver les gens, nous pauvres gens, nous les gueux. Oui, vous les gueux, les sans-dents. Nous les sans-dents, on a envie de rêver. Non, je sais pas, Justin Bieber. Justin Bieber, il a un Orlinski? Ouais. Incroyable. Pharrell Williams. Maluma. Je sais pas. C'est ouf. Mais alors, il faut me prendre par forme d'art et après je te dis. Est-ce que quand c'est Justin Bieber qui commande un Orlinski, tu te rends toi-même pour la livraison? Non, alors il faut savoir que quand même il y a beaucoup d'œuvres, c'est pas moi qui les vends, c'est des galeries, donc je sais pas. Il y a des œuvres qui ont été achetées. Là, oui, mais quand c'est un VIP, peut-être que c'est toi qui. J'en sais rien, moi. Comment tu veux que je sache? Moi, parfois je les suis. Des fois, je découvre qu'il y a des. C'est vrai? Bah, comment tu crois que dans toutes les galeries? Je sais pas. Moi, je crois que tu savais, moi. Ah ouais, là, tiens, il y a un tel qui vient. Bah non, c'est. Quand c'est un truc comme ça, moi, je pensais qu'on a appelé et qu'on disait appelez Richard. Mais non, pas du tout. Oui, Richard, il y a pas Justin Bieber. On a 90 galeries avec qui on travaille dans le monde. Tu crois qu'elles vont, il y en a qui me connaissent même pas, avec qui j'ai jamais parlé. Oui, c'est vrai. Donc, il y a des trucs qui sont très impersonnels. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir ce qu'on pourrait appeler dans le monde entrepreneurial les grands comptes, on va dire. Ouais. Et donc, parfois, il y a des célébrités par le biais d'autres célébrités qui me contactent pour faire des commandes un peu particulières. Et oui, là, c'est sympa. Mais c'est vrai que j'ai fait les plus grandes stars du foot. J'ai fait, je crois que on a fait vraiment, dans la musique internationale. Après les Français, oui, évidemment, mais dans beaucoup d'Américains, enfin, beaucoup de stars internationales. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça serait compliqué de toutes les citer. D'ailleurs, Cyril Hanouna, sache que dans son bureau, c'est une galerie Orlinski. Hein. Ah ouais? Ah ouais, il y a que ça partout. Je savais pas. Ça partout. Dès que tu rentres pour passer un coup de fil, t'as l'impression d'être dans une galerie. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas me les donner. Ça me fait rire. Mais oui, c'est vrai. Non, mais Cyril, c'est. Oui, tout le monde essaye de le gratter, oui. C'est vrai. Je sais. Totalement vrai. Cyril, c'est un de mes collectionneurs du début. Cyril m'a acheté. C'est vrai? M'a commandé des sculptures très tôt. Et Cyril a été très très élégant et donc c'est marrant parce que c'est un des rares ou le seul, je crois, quand il m'a commandé des sculptures, il m'a dit moi je veux pas de prix, je veux payer le prix que ça coûte. Ah, c'est classe. Et c'est très élégant et c'est très classe. Je crois que c'est une des rares ou seules personnes au monde, et pourtant j'en ai fait des gens qui a tenu ce discours, qui a dit moi je veux pas, il y a un prix, je veux payer le prix que ça. Parce que ça c'est vrai. Plus ils sont riches,
plus ils grattent. Voilà. Sachez-le. Et puis dans le show business aussi, ils ont cette envie de se faire tout offrir et tout est gratuit. Et Cyril est vraiment à l'opposé de ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait choqué. Du coup, t'as encore plus envie de faire plaisir, peut-être de faire un prix ou de. C'est une bonne technique en vrai. Non, mais c'est vrai que c'est important de le dire quand t'en parles, mais c'est vrai que je crois que c'est effectivement le seul qui a eu cette réaction que j'ai trouvé très élégante et très gentleman, très seigneur. Et je trouve que c'est quelqu'un qui est un garçon qui avait une très grande générosité. Et donc, j'aime beaucoup, voilà. Ça, c'est vrai. En 2014. Et ça, dis-moi. Cyril, on peut partir. Non, ah non, je crois que c'était fini maintenant. Bah, c'est toi qui fais l'interview. Non, il n'y a pas que Cyril. Il n'y a pas que Cyril. Bon, ok. Puisqu'en 2014, et là, dis-moi si c'est vrai ou pas. Non. Mais je suis sûre en plus que lui aussi t'en a déjà commandé. C'est très sa cam. Sur VTEP, ah bah oui, sur VTEP, évidemment. Oui, En 2014, j'ai lu que tu avais vendu une œuvre pour 15 millions d'euros. Je veux savoir si c'est vrai ou si c'est une info ou un tox. C'est en 2014, c'est pas en 2015. Mais 15 millions d'euros, le crocodile, c'est un crocodile spécial. C'était une œuvre. Il est marqué Deborah. I am Deborah. The only one and only. And if you want me, Torchman Crocodile. Ta personne mettrait 15 millions pour avoir mon blaze dessus, hein, je vous rassure. Torchman Metal peut-être. Torchman Metal, ouais, eux ils peuvent. Eux ils peuvent. Non, 15 millions d'euros. Oui, mais en fait c'est parce qu'en réalité c'est normal, c'était fondé puisqu'en réalité il était en or. Donc il y avait une raison. Mais qui commande un armateur italien pour son bateau et c'est une toute pour son bateau toute petite sur le bateau une toute vaut mieux pas qu'il coule ouais. C'était une Vénus qui sortait de la bouche du crocodile. Ah oui. Voilà. Je vois très bien. Tu vois cette sculpture, oui. Oh, c'est pas mal. La sculpture à l'origine que j'avais fait, c'était Carla que j'avais fait à l'époque dans la bouche du crocodile. J'étais inspiré de Carla Bruni. Carla Bruni. Ouais. J'ai eu peur. Oui. J'ai cru Carla Moreau des Marseillais. Je ne sais pas qui c'est. Pardon, je ne sais pas qui c'est. Désolé. Hein. Et ben justement, on va parler. Mais tu vois, on va parler des Marseillais parce que en 2017, j'ai découvert que toutes tes œuvres étaient exposées dans la villa des Marseillais. C'est vrai. Et moi, je me suis posé une question. Je me suis dit à Dubaï, exactement. Et je me suis dit, t'es déjà quelqu'un à cette époque. Je suis Marseillais. T'es déjà quelqu'un. Ouais. T'es Richard Orlinski. T'es quelqu'un. Tout le monde connaît tes œuvres. Est-ce que t'as voulu que tes œuvres soient exposées dans cette villa pour toucher un public plus jeune, un public plus populaire entre guillemets, on s'entend? Ou est-ce qu'on t'a tout simplement pas demandé ton avis? Ou est-ce que c'était une volonté de ta part de t'afficher dans cette villa des Marseillais? Et si c'est une volonté, pourquoi? D'accord. Alors. Oui, t'as raison. D'abord, c'est une volonté. C'est assumer tout ce que je fais, je l'assume. Okay. Et j'avais déjà commencé avant dans ce domaine, puisque déjà avant, j'avais exposé pour les Anges sur Énergie 12. Okay. Donc j'avais fait les Anges. Alors j'avais joué aussi. J'avais été dans les Anges et j'étais venu faire une intervention. Moi, je pense que si t'es crédible et si t'es ce que tu restes ce que t'es. Il y a toujours il y a une importance à pouvoir participer à un programme et d'ailleurs ça avait été super intéressant. Tout le monde s'était opposé à ce que je fasse les Anges. Donc, je suis parti avec Fabrice bon bref et toute l'équipe. À l'époque, je pense que c'était l'année où il y avait d'ailleurs comment elle s'appelle Mélanite. Mélanite. Voilà, c'était cette saison-là. Et du coup, moi, tous ces influenceurs, je leur avais dit, c'est bien tout ce que vous faites, mais c'est pas la vie, quoi. Et donc j'étais venu faire un peu, pas le grand frère, mais tu vois, j'étais venu un peu leur mettre un petit peu avec des conseils, quoi. Des conseils, un peu du plomb dans l'aile, on va dire, et dire tout ça, c'est bien beau. Donc, à partir du moment où tu restes ce que t'es et que tu joues pas un rôle, et ben, ça marche. Et concernant donc dans la même lignée, si tu veux, quand on m'a proposé de mettre des sculptures, c'était une manière de rendre l'art accessible et aussi de ouvrir d'autres, et ça a marché parce que combien de personnes m'ont dit, tiens, j'ai vu, que ça soit ça ou la Panthère dans d'autres programmes, parce qu'il y a eu d'autres émissions encore, mais il y a eu vraiment en tout cas c'était des enfants, enfin c'était très jeune le public, donc ça m'a permis aussi une ouverture vers les jeunes, un nouveau public. Parce que j'avais des gosses qui regardaient ça, c'était 12 ans, 13 ans, c'était quand même très très jeune. Donc du coup ça m'a permis aussi d'avoir une notoriété parmi les jeunes. Quand j'ai fait ma collab avec The Couples par exemple, ça a permis à ce que aussi il y a pas mal d'enfants qui disaient j'aimerais bien, j'ai vu la collab avec donc il y a eu une espèce de partage et moi d'être chez Monsieur et Madame Tout le Monde et de donner quelque chose d'un peu joyeux, etc. parce que c'est joyeux, c'est des choses colorées, etc. J'ai trouvé qu'il y avait en tout cas une vertu et que c'était intéressant. J'étais très critiqué pour ça. Mais c'est ça justement qui a pas plu aux vieux de la vieille qui travaillent dans le milieu de l'art et dans le milieu de l'art
et qui se disaient, pour eux, c'était une hérésie de. Oui, mais j'ai déjà fait beaucoup de choses avant. J'ai tout fait pour leur déplaire. Donc, si tu veux, c'était pas mon coup d'essai. Si tu veux, c'était dans la continuité c'était assumé à cette époque-là. Et t'es toujours snobé aujourd'hui par ce milieu-là où tu trouves qu'il y a un peu plus de. Je convertis des gens. Il y a beaucoup de convertis parce qu'il y a beaucoup de gens. Il y a plusieurs choses. Il y a des gens qui sont carrément convertis et qui disent, franchement, c'est fort ce que t'as fait, qui reconnaissent, qui finissent par reconnaître un certain talent. T'as ceux qui te disent quand tu vas chez eux, j'ai plein de potes qui me racontent, ils me disent ah tiens oh non mais ça c'est ma femme, on lui a offert, qu'il a mis là, qui s'en excuse, qui sont très contents de l'avoir. Et t'as ceux qui n'aiment pas. Mais en réalité, moi je suis un artiste populaire, je veux plaire au plus grand nombre, j'en ai rien à faire parce qu'en réalité, t'es un artiste populaire. En réalité, ces gens dont on parle, c'est très très peu de gens. Ils sont très puissants, certes. Parce qu'ils ont des moyens, mais ça représente quoi? C'est parisien, parce que en France c'est pas le cas du tout. Moi je veux dire, je fais beaucoup d'opérations. C'est très français ça. Et très parisien plus que français. Parce qu'en France, je te jure, je fais plein de collabs dans plein de villes de France et où c'est super. J'ai redonné vie à des bassins miniers, notamment à Lens. On a fait une super expo et c'était super bien accueilli. Et justement, au contraire, ils ont dit c'est pas nous les Parigots qui vont nous dire comment on doit faire, parce que t'avais le Louvre Paris qui s'était mêlé contre le Louvre Lens. Enfin, j'ai eu des histoires, j'en ai eu plein. Mais je peux te faire un roman avec tout ce qu'on m'a emmerdé, ce qu'on m'a cherché à me faire. C'est quoi le pire coup qu'on t'ait fait? Le pire coup, un coup digne d'un film, quoi. Annulation de contrat. Enfin, j'ai tout eu. J'ai eu des trucs divers et variés. Beaucoup des problèmes d'ego. Mais c'est de l'ego. Et après, c'est parisien, c'est un tout petit milieu, c'est très peu de gens. Tu sais, quand on fait un article dans Beaux-Arts sur moi qui a 2 pages, où on me défonce pendant 2 pages, je me dis finalement c'est pas mal, parce que 2 pages, on parle de toi, comme on dit, et parle de toi. Et puis Beaux-Arts, il y a 3 personnes qui lisent, et puis après je vais faire 10 pages ou 12 pages dans Paris Match où t'avais, à l'époque, puisqu'il y a moins de lecteurs maintenant, où t'avais presque 1 million de lecteurs. Donc moi, être regardé ou aimé par 1 million versus 5000, le ratio me va très bien. Et évidemment que les énergies négatives sont plus fortes que les positives, mais c'est une habitude maintenant. J'ai l'habitude, j'assume. Mais du coup, quand je suis tombée sur un article, c'était un article de Libération en 2023, qui avait titré « La vérité sigement de l'art contemporain ». J'ai trouvé ça lunaire. Alors lunaire déjà pour la connotation à la vérité sigement, parce que je me doute bien que si tu t'appelais Richard Dupuis, on n'aurait pas utilisé cette référence-là. Absolument. Donc déjà j'ai trouvé ça. Karolinski, ça n'a jamais été trop. Oui, mais je pense que ces gens-là savent très bien parce que tu as le look. Non, et je suis pas d'accord. Je participe. Légèrement. Non, je suis pas d'accord. Mon voisin, Monsieur Michel, n'a pas ce look-là. Je suis Monsieur Michel. Voilà, appelle-moi Monsieur Michel dorénavant. Mais toi, quand tu lis un article comme ça et que tu vois un titre comme ça. Tu l'as pas lu? Non, on me l'a dit, T'as bien fait, il est nul. Mais quand tu vois un titre comme ça, est-ce que, à ce moment-là, ça t'évoque quoi? Tu te dis, on a envie de me saboter? Ou c'est un article qui, d'un autre côté, tu te dis, bon, de toute façon, moi, tant qu'on parle de moi, C'est ce que je me dis aujourd'hui. Je me suis rendu compte d'un truc. C'est que j'ai mis du temps. J'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte. Quand j'ai un article comme ça, je suis choqué. Je suis sous le 20 000 lieues sous les mers. Je suis pas bien au début. J'en ai eu beaucoup. Depuis, il y en a eu. J'ai eu beaucoup d'autres articles. Et je me suis rendu compte finalement avec le temps que finalement ces articles, plutôt que faire du mal, ils faisaient du bien, parce que les gens ne se rappellent pas pourquoi on a parlé de toi, mais ils se rappellent qu'on a parlé de toi. Et en fait, même si tu as fait un truc qui est terrible, qui est vraiment, on parle de toi. Après, ça peut s'embêter dans le domaine professionnel, parce qu'on n'a pas envie. J'ai récemment eu des articles qui ont touché à la politique, donc du coup ça a été problématique pour d'autres raisons, parce qu'il y a des gens qui après, quand ça touche du personnel, mais si tu veux, dans l'ensemble, ça, effectivement, je pense que quand qu'on parle de toi en bien ou en mal, t'existes, voilà, t'as la mérite d'exister. Mais toi, aujourd'hui, tu te considères plus comme un artiste ou comme un businessman? Il n'y a pas de différence en fait. Aujourd'hui, un artiste, on est tous des artistes. Tu fais une interview aujourd'hui, c'est une forme d'art aujourd'hui d'interviewer. L'art, c'est universel. Aujourd'hui, je fais plus de business aujourd'hui, parce que moi je m'occupe vraiment de ma création. J'ai des équipes qui sont là pour faire du business. Moi, je fais pas de business. Je m'occupe d'essayer d'être créatif, de trouver d'être l'ambassadeur de ce que je crée. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment pas le temps de faire le business, de m'occuper de savoir qu'est-ce. Donc je ne fais vraiment plus de business du tout. Mais si tu ne vends pas
ta création, comment tu fais pour exister? Tu peux pas créer d'autres projets, tu peux envisager d'autres projets, et on vient te chercher parce que t'es bankable. Donc forcément, c'est un cercle vertueux. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais au début de l'interview. T'as tous ces artistes, que ce soit Rodin, etc., ils vendaient. Et comment ils vendaient, ils sont pas, il y a des gens comme Van Gogh, qui, oui, effectivement, qui sont morts dans la misère. Mais t'as beaucoup d'artistes qui étaient à la cour, qui étaient des gens qui ont très bien vécu et qui vendaient très bien de leur vivant. D'ailleurs, tu fais partie de ces très rares artistes qui donnent énormément, que ce soit leurs œuvres ou leur temps, etc., pour des associations et pour le milieu associatif. On t'a vu au Téléthon, là, récemment, d'ailleurs. Je donne beaucoup, et c'est vrai, parce que je pense que quand on reçoit... c'est important de donner, de redonner ce qu'on reçoit, et je trouve que c'est bien. Mais c'est rare dans le milieu artistique. Il y en a pas beaucoup des artistes qui. Les gens sont radins en général. C'est des énormes rats. C'est pas le milieu artistique. Il y a beaucoup plus de rats que de gens généreux. Ça n'a rien à voir avec le milieu artistique. Et le showbiz encore plus, parce que le showbiz, ils sont tellement habitués, ce que je disais, alors, ce qu'on leur offre des choses. C'est très français aussi, parce qu'aux États-Unis, ils sont quand même beaucoup. Oui, j'ai l'impression que c'est pas du tout comme ça aux States. Ils payent, ils envoient et tout. Les footballeurs, ils sont généreux. Mais après, c'est vrai que il y a des en France, t'as déjà des gens qui te connaissaient pas personnellement, qui sont connus, mais qui te connaissent pas personnellement, qui t'ont demandé des petits prix? Qui m'ont demandé même je peux pas citer, mais il y a des gens qui m'ont demandé même carrément qu'on m'offre. Il y a un mec assez connu qui m'a téléphoné, qui m'a demandé que je lui offre une grande sculpture pour mettre sur son balcon. La honte. Non, mais en plus j'ai pas envie de le citer parce qu'en plus il est pas très bien en ce moment. Il a quelques affaires et tout, mais j'imagine très bien. Mais non, je crois pas que tu vois qui c'est. Mais il aime bien manger. Hein? Il aime bien manger. Je sais pas. Alors non, c'est pas. Ouais, peut-être, je sais pas. Bref, en tout cas, moi je le connaissais pas plus que ça, et il m'appelle par intermédiaire d'une copine, il me dit tiens, voilà. Tu peux m'offrir un. Non mais c'est lunaire de demander ça. J'ai eu ça plusieurs fois. Voilà. Ou alors des gens qui te font comprendre qu'ils veulent bien, mais qui veulent pas acheter, qui veulent pas payer. C'est incroyable. Parce je trouve ça tellement fou. Ils ont une notoriété. Alors c'est sûr, c'est pas. Limite, ils te font de la pub, quoi. En ayant ça chez eux, ça va te. C'est ce qu'ils te vendent, oui, surtout, c'est ça, oui. Et tu fais appel à des influenceurs ou pas du tout? C'est-à-dire faire appel, qu'est-ce que t'as? C'est-à-dire, par exemple, une Nabila. Ouais. Alors, elle te l'a acheté. Mais Nabila, j'ai fait des choses, j'ai fait plein de trucs avec Nabila. J'ai participé sur Amazon, j'ai dans sa série. Oui, sa série sur Amazon Prime. J'ai créé une Nabila, j'ai fait sa réplique en 3D. Donc, on a créé une Nabila en 3D. Donc, j'ai fait, je fais appel à ce qui est de mon temps. En réalité, j'ai pas de, voilà. Mais ça aussi, t'as dû te faire critiquer sur une Nabila, par exemple. Même quand tu mets une œuvre chez Arthur sur un plateau télé, déjà, tu te fais critiquer. Mais l'œuvre chez Arthur, tu vois, on m'a beaucoup critiqué. Puis quand je suis reçu au palais du roi au Maroc, l'épouse, elle me dit ah oui, j'ai vu. C'est vrai. Oui. Donc c'est drôle, tu vois. Comme quoi, à chaque fois que tous ces trucs qui ont été critiqués, il y a quelque chose qui en ressort. Qui en découle derrière. Voilà. C'est fou. Et j'avais une question. Aujourd'hui, un artiste aujourd'hui qui a envie, un jeune qui a envie de se lancer, dans sa passion, qui a envie de réussir là-dedans, mais qui laisse-moi la place. N'essayez pas, ça sert à rien. Il y a qu'un seul artiste qu'il existe, il y a que moi. Non, mais quand on est jeune et qu'on a envie de se lancer dans l'art, on se dit toujours que si on arrive à en vivre, tant mieux, et ce sera un petit plus, mais c'est un peu un doux rêve en se disant l'art, on n'en vit pas, quoi. Si t'avais un conseil à donner à des jeunes comme ça aujourd'hui, ce serait quoi ton premier conseil? Déjà de croire en soi. Je pense qu'on a tous la réponse en nous. On a une petite voix intérieure. On peut écouter les conseils des uns et des autres, mais le plus important, c'est de se faire confiance, parce que je pense qu'on a tous la réponse. Et même moi, quand on réfléchit, dans n'importe quelle situation, que ce soit que ce soit professionnel ou autre, je pense qu'on a tous, on va pas forcément là où il faut aller, mais en tout cas, on a les réponses et on sait de quoi on est capable ou on n'est pas capable. Donc, s'écouter énormément, prendre du recul par rapport aux choses. Et puis, le vrai truc, parce que je fais beaucoup de masterclass aussi, et donc je donne des conseils, donc ça fait partie aussi de mes activités. Il faut être disruptif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faut pas faire comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut disruptif, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois différent. Faut que tu trouves ton clown, faut que tu trouves ce qu'on apprend au théâtre. Voilà, ce qui va être ta différence. Parce que si c'est pour faire un énième truc qui existe déjà, c'est compliqué de se démarquer. Et d'avoir son style, c'est ce qu'il y a de plus dur. Quand tu vois un Robert Combas, tu vois que c'est Robert Combas. Aujourd'hui, j'ai la chance, quand on voit un Rolinski, normalement, on voit ce que c'est. Et aujourd'hui, c'est arriver à être disruptif, à trouver quelque chose que les autres ne font pas. Identité. Et puis aussi, ne pas avoir peur aussi de plaire, parce qu'aujourd'hui les artistes, le grand problème des artistes, c'est que non, il faut pas plaire, il faut être fidèle à tes intuitions internes et ton vécu, ta très sensibilité, torturé, mais si tu fais des bonnes femmes qui sont mortes avec du sang, etc.,
t'as pas beaucoup de gens que ça va intéresser. En fait, ils pensent que plus on plaît à du monde et moins on est coté. Exactement. Donc forcément. Aujourd'hui, il faut quand même écouter. Moi, j'ai eu la chance d'animer une émission. J'ai fait 60 épisodes sur TV5 Monde sur une émission qui s'appelle Sur les murs, où j'allais à la rencontre de street artistes français. J'ai eu des mecs incroyables, mais j'ai eu des mecs qui étaient dans une tellement, ils me disent, j'arrive pas à vendre. Je dis, faire changer un peu ton truc, parce que là, franchement, c'est pas manqué. Moi, j'ai pas envie de l'acheter ton truc, parce que regarde, c'est sombre, c'est dark, c'est angoissant, c'est stressant. Tu veux pas un peu changer? Et t'en as qui écoutent. Alors, j'ai conseillé, d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai conseillé quelques artistes qui ont vraiment super bien marché grâce à mes conseils sur des choix stratégiques. Parce que c'est mon recul de là, du coup, de voir ce qui marche pas. C'est pas, je suis pas Dieu, j'ai l'œil de voir. Oui, mais t'as quand même voilà, qu'est-ce qu'il y a une voiture qui fonctionne pas, un stylo une montre, voilà, on est un peu dans le game, on va dire. Et là, il y a par contre, des artistes, ils veulent pas écouter. Ils écoutent pas. Et aussi, le conseil, c'est le travail. Parce que t'as beaucoup de jeunes qui pensent qu'aujourd'hui, de plus en plus, j'en vois de plus en plus, qui pensent qu'ils peuvent gagner d'argent sans rien foutre. Et qui te disent, qui se plaignent, là je parle d'artistes, jeunes artistes que j'ai pu voir, avec qui j'ai pu échanger, et qui disent, ouais, mais j'arrive pas, c'est compliqué, et puis que tu les vois l'après-midi, ils passent toute l'après-midi au café. Donc j'étais au Portugal avec un artiste francophone, et qu'est-ce que tu fais? De 14h à 19h, il est au café. Oui, mais à un moment, il faut travailler, quoi. Si tu travailles pas, donc le travail, croire en soi, essayer d'être disruptif. Bon, après, s'ils veulent plus de conseils, il faut me téléphoner directement et c'est payant. Et donc donc c'est ou organiser ou assister à l'une de tes masterclass. Des masterclass, où effectivement, mais il y a et puis bon, je fais pas mal d'interventions dans des universités ou dans des forums, enfin dans plein de trucs. Merveilleux. Nous aussi chez JoBuzz, nous sommes un peu des artistes, enfin légèrement, à notre minuscule niveau. Et on avait décidé depuis un moment, on a fait des agadotes de Pessard illustrées, qui étaient un peu sympathiques et qui changeaient de la Haggadah, tu sais, la fameuse Haggadah où il y a les traces de vin de ton grand-père d'il y a 50 ans. Et on a fait des Haggadotes comme ça, un peu sympas. Tu les as déjà regardées? Oui, j'en ai acheté même, sur le conseil de... T'en as déjà acheté? J'en ai acheté plusieurs d'ailleurs, en plus. D'ailleurs, ça coûtait cher. Je peux me faire rembourser ou comment ça se passe? Tu veux un code promo? Ouais. On a dit, plus ils sont riches, moins ils veulent payer. Oui, j'en avais acheté, je sais pas combien. C'est le principe. Non, parce qu'il y a quelqu'un chez vous qui connaît exactement le montant de la facture que j'ai payée, etc., la date, etc. C'est David, parce que c'est le fondateur. Donc forcément, lui, il a tous les petits... je pense que j'en ai acheté au moins 10 ou 12, je sais pas, mais 13. 13. C'est exactement. On nous dit 13. Écoute, c'est incroyable. Ici, il n'y a plus rien à dire. Donc, j'ai acheté 13 donc Haggadotes, effectivement. 13 Haggadotes. Ah oui, t'as acheté 13 J'en ai acheté 13, mais c'est drôle en réalité. Ce que tu ne sais pas et ce qu'il ne sait pas non plus, c'est que je travaille sur une Haggadah avec Chaim Korshia. Mais non. On veut faire une Haggadah spéciale, designée Orlinsky sympa. C'est un projet qu'on a depuis quelques temps qui met du temps à naître parce que les emplois du temps de Chaim et moi-même sont très compliqués, mais en tout cas, c'est un projet qu'on a en commun depuis déjà quelques années et qui va aboutir certainement un jour. Et donc, j'ai acheté pour revenir et pour faire de la com sur les Haggadotes de JoBuzz qu'il faut acheter, qui sont magnifiques, qui sont avec des Jeux Olympiques, des anneaux, des choses incroyables, etc. C'est vrai, c'était avec les JO l'année dernière. Alors, j'avouerai que j'avais pas très bien compris l'histoire des Jeux Olympiques. Je trouve ça rigolo. Après, je sais pas. C'est parce que c'était l'année des JO et chaque année, on essaye de trouver un thème un peu sympa. Et là, c'était les JO. On s'est dit, allons-y, faisons une Haggadah sur les JO. C'est drôle, mais c'est très atypique, quoi. C'est ça qui est drôle. C'est drôle, je sais pas. Alors les puristes. Je pense qu'ils ont pas dû être contents, j'imagine, parce que c'est quand même, je me dis, les Jeux Olympiques. Ils trouveront toujours 2-3 trucs à redire. Ouais. Voilà. Mais en vrai, en tant que puriste, c'est très. Quand on est un artiste comme toi, on apprécie. C'était rigolo. Moi, ça m'avait pensé un peu, tu sais, à Astérix. Oui, c'est ça. Tu vois un peu les 12 travaux d'Astérix. C'est exactement ça. Astérix revisité en version Haggadah. Voilà, donc c'était assez drôle. Écoute, j'aimerais peut-être l'année prochaine être invité à Pessard, chez toi, Richard. Mais je ne fais pas Pessard. Puisque je pense qu'il y a énorme... Je suis désolé, je respecte pas les fêtes d'obédience israélienne. Ah mais tu sais, mais il faut pas s'excuser, hein. Ah d'accord, ok, pardon. Non, il faut pas s'excuser. Tu ne fais pas les fêtes, mais non, mais au moins t'avais commandé des Haggadotes et t'as fait un petit CDR, quoi, un petit truc un peu sympa. CDR, j'ai fait, ouais. C'est Bergamo. Ok, donc j'ai fait, oui, effectivement. Donc tu veux en venir où? Vas-y, dis-le. Moi, j'ai envie que tu balances avec qui tu passes Pessard, en fait. Parce que tout à l'heure, j'ai ouï dire avec qui tu passais. Enfin, j'ai cru entendre 2-3 noms avec qui tu passais Pessard et c'est tellement lunaire que je veux l'entendre. J'ai fait un Pessard, effectivement, il y a 2 ans. Oui. Voilà, je vais pas mentir. Là, c'est Élise Lucet qui parle. C'est Élise Lucet, d'accord. Avec qui étiez-vous Pessard il y a 2 ans, monsieur Orlinsky? Alors, il y avait Isabelle Adjani. C'est lunaire. Ouais.
Bon, c'est la seule qu'on peut dire qui est lunaire parce que après les autres. Est-ce qu'elle a pris l'os? Elle a fait être molle. Je la vois tellement. Elle, en plus, Isabelle Adjani, elle est tellement. Je me souviens pas ce qui s'est passé exactement, mais tout le monde était très content en tout cas. Isabelle Adjani. Ouais, il y avait Isabelle Adjani, il y avait Raphaël Mezrahi. Ah, je l'adore. Qui est génial. Faut qu'il refasse des caméras cachées. Il en fait. Raphaël Mezrahi. Ouais, il en fait. Il en fait là récemment. Il en fait. J'en ai tourné il y a pas longtemps avec lui. Ah. Il charge des d'ailleurs, si t'as des artistes, lui voudrait des artistes internationaux. Et si t'as si t'as dans ton contact qui le connaissent pas, des artistes énorme. Internationaux, lui, il est très. Oui, preneur. j'ai Paul McCartney. C'est pas une vanne. Ouais, oui, il est là aujourd'hui, je crois. Ouais, il est en tournée en ce moment. Il joue à Bercy ce soir. Exactement. On est 5 aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est ce soir. C'est ce soir. Que je t'ai invité d'ailleurs, mais je vais pas pouvoir y aller. Mais du coup, j'ai fait sa guitare Paul McCartney. C'est vrai? Ouais, j'ai fait une guitare pour moi que je lui ai offert à l'époque quand il jouait au Stade de France. Incroyable. Il y a quelques années. Johnny, tu as déjà fait quelque chose? Johnny, non. J'ai fait une œuvre, mais pour lui, mais j'ai pas. C'était surtout pour Laetitia, mais voilà. Est-ce que tu pourrais refuser une œuvre d'art ou pas du tout? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire si c'est quelqu'un qui te le demande, mais quelqu'un dont tu ne partages pas du tout ni les principes, ni les valeurs, ni rien du tout, et qui te commande une œuvre pour un prix exorbitant, est-ce que tu la ferais ou tu ne la ferais pas? Ou tu serais capable de dire non? Encore faudrait-il que je le sache, déjà. Oui, si ça arrive imaginons que ça arrive à tes oreilles. Déjà, et puis voilà. Donc après, s'il achète une œuvre en galerie, on peut pas. Déjà en France, on n'a pas le droit de refuser la vente. Donc après, effectivement, oui, je peux très bien. Après, qui, quoi, comment, oui. Peut-être que si Adolphe me demandait de lui faire une œuvre d'art, s'il me téléphonait, me disait, écoute, si Marc Dutroux te commandait une œuvre d'art. Non, mais tu sais, c'est drôle. Après. Voilà, c'est vrai qu'il y a des gens très controversés, forcément, oui, je suis d'accord. Après, je sais qu'il y a des gens très limites qui ont acheté des choses m'appartenant, notamment El Chapo, par exemple. Je sais qu'il a acheté un truc, c'est pas moi qui l'ai vendu, mais ça me dérange pas du tout. Hein. El Chapo. Voilà, El Chapo Guzman. Incroyable. Voilà. Eh bien, écoute. Voilà, ça, je sais qu'on a eu ça au Mexique. On avait à l'époque pas mal d'activités au Mexique et je sais qu'on a eu des œuvres qui ont été achetées par sa famille, par son fils plus exactement. C'est lui qui a été, je sais pas si tu avais entendu cette anecdote, qui avait été un peu pris par la police. Ouais. Et il avait envoyé tous ses soldats tirer sur tout le monde dans la foule. Et du coup, le président l'a dit le libérer, sinon il n'arrêtait pas de foutre. Et c'est ce fameux qui a acheté, bon, je sais pas au courant, je le connais pas ni de loin ni de près, mais je sais qu'il a acheté quelque chose que j'ai fait en collaboration avec une marque et il a acheté. Remarque, tu savais que Ben Laden, quand on est allé dans son sorte de cachette, de repère, etc., on a trouvé des albums d'Enrico Macias. Les Agadotes. Des Agadotes Choubas. Quelle horreur. T'imagines? Non, il y avait des albums d'Enrico Macias. Ah ouais? Ben Laden adorait Enrico Macias. Enrico Macias. C'est ouf, non? Ouais, c'est ouf, ouais. Écoute, c'est sur cette merveilleuse anecdote que je les agadotes de Ben Laden. Moi, j'adore. C'est génial. Donc, non, mais vous avez des informations très intéressantes chez vous. C'est mieux que BFM, hein. Là, franchement, c'est mieux que BFM. Se coucher moins bête. Exactement. Écoute, merci Richard d'avoir été notre premier invité. Merci à toi. Et après tout ce que tu nous as dit. Et le dernier. Non, quelle horreur, le premier d'une longue série. Ah oui. Tu m'enverras Sharon Stone pour la prochaine. Avec grand plaisir. Mais il faudrait que tu apprennes à parler anglais, du coup. Je sais un peu. Après tout ce que tu nous as dit, en tout cas, je n'ai qu'une chose à te dire. Merci. Après, merci. C'est bien évidemment 5 sur toi. Ah oui. Hamza Alik. Hamza Alik.